Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux à cette conférence qui va nous présenter un petit peu notre avenir et essayer de dessiner les 50 prochaines années. Donc on va parler des enjeux énergétiques et le premier point un petit peu dont que je voulais préciser, c'est qu'en gros, si vous m'écoutez un petit peu trop pendant ces 2 heures, c'est que vous êtes un peu couillon et il ne faut surtout pas appliquer ce dont on va parler. La preuve, hier, je suis allé traîner sur un site marchand et je me suis dit, tiens, je vais acheter 2 frigos. Et donc, j'ai choisi une casse de volume, voilà, que ce soit les mêmes frigos comparables. Et j'ai pris le moins cher des volumes des frigos économes en énergie et le moins cher des frigos pas du tout économes en énergie. Et donc, on a un prix de 1 990 € et 699,99 € pour une consommation soit de 125 kWh, soit de 217 kWh. Et puis, je me suis dit, on va voir au bout de combien de temps ça vaut la peine d'économiser un petit peu d'électricité. Et donc, j'ai mis ça dans un tableur Excel. Et qui me dit que voilà, tous les ans, mon frigo qui coûte cher, comme il consomme moins d'électricité, le coût cumulé augmente un petit peu. Et le frigo qui coûte pas cher, comme il consomme beaucoup d'électricité, son coût cumulé augmente. La moralité, c'est qu'en gros, mon frigo économe en énergie sera rentable au bout de 35 ans. Bon, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de frigos qui vivent 35 ans. Alors, le gros avantage quand même, c'est qu'on me propose une extension de garantie à 5 ans pour la modique somme de 260 € et que sur le site, on me promet que les pièces seront disponibles entre 10 et 15 ans. Alors, tant qu'à faire un petit peu de comptabilité, autant se montrer intelligent jusqu'au bout. Si je place la différence entre les 2000 € et les 700 € que j'aurais économisé sur un compte hautement rémunéré à 1,5%, du coup, le temps de retour sur investissement passe à plus de 50 ans. Donc, moralité, économiquement, personne n'a intérêt à économiser de l'énergie. Ça, c'est la structure économique du monde dans lequel nous vivons actuellement. Donc, est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est notre intérêt fondamental de faire ceci? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, notre intérêt économique immédiat, il est là. Ensuite, bien entendu, ces éléments d'économie d'énergie ont beaucoup de sens dans un contexte de changement climatique. On ne va pas faire tout un exposé sur le changement climatique. Vous savez déjà énormément de choses là-dessus. Il y a juste quelques petits points que je voudrais rappeler. Donc d'abord, c'est un fait qui est scientifique, aujourd'hui qui fait largement consensus, plutôt indiscutable. Et donc j'en ai une preuve criante. Alors, en 2022, à l'heure du MeToo, c'est pas forcément très fin de ma part. Ceci dit, c'est bien, ça fait rire. On a la chance, on est en Alsace, un beau pays, tempéré, largement pourvu en eau potable, et le changement climatique ne nous fait pas foncièrement peur. Si on remet ça un petit peu en perspective, pour une grande majorité de la planète, le changement climatique, ça risque de se traduire par ceci. On en reparlera demain quand on parlera des ressources alimentaires. Des baisses de rendement sur les denrées agricoles de l'ordre de 20 à 30%. Juste pour info, si on a un pays qui s'en sort plutôt bien, la Bolivie risque de profiter du changement climatique sur ses rendements de la pomme de terre. En tant qu'exportateur mondial de pommes de terre, la Bolivie, ça ne me rassure pas beaucoup sur mon avenir alimentaire. Donc bon, premier point. Deuxième point, autre vision du changement climatique, c'est d'après l'ONU, quelles seraient les populations qui seraient déplacées liées juste à la hausse des océans. Et on voit qu'au final, on arrive quand même à des ordres de grandeur d'une trentaine de millions d'individus. Alors quand on voit, il y a quelques années, les soucis que ça cause en Europe quand vous avez 400 personnes qui traversent la Méditerranée sur un bateau pour réussir à les accueillir, on s'en sort un petit peu mieux quand on a 1 million d'Ukrainiens qui essayent de fuir leur pays, mais n'empêche, on voit les problématiques. Ce qui va nous attendre, c'est effectivement des déplacements de population de l'ordre de dizaines de millions. Donc ça va être, ce changement climatique va avoir un impact fondamental sur la structure, sur l'organisation de nos sociétés. Et donc c'est dans cette vision globale qu'il faut essayer de penser à ces histoires d'énergie. Alors, pour revenir vraiment sur l'énergie,
notre point. On va commencer d'abord par rappeler un petit peu de physique, c'est quoi l'énergie, et puis ensuite on va voir comment cette énergie a servi à construire nos sociétés. Alors, l'énergie, c'est une grandeur qui est assez compliquée à expliquer, à présenter, parce qu'en gros, tout le monde sait ce que c'est et personne ne l'a jamais vu. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez intuitif et en même temps très peu intuitif. Donc, en sciences fondamentales, on a deux visions possibles de l'énergie. La première, c'est une vision mécanique. Et dans le monde de la mécanique, depuis ce bon vieux Newton, pour avoir de l'énergie, il faut une force. Cette force, elle va déplacer quelque chose, elle va induire une certaine vitesse. Et donc, si j'exerce une petite force avec, pour donner une petite vitesse à un objet, je vais dépenser peu d'énergie. Si au contraire, je dois déplacer un gros objet très vite, je vais dépenser plus d'énergie. Et se rajoute là-dedans le temps pendant lequel j'exerce sa force, la durée de cet effort pour pousser mon objet, pour me donner l'énergie. Alors, traduction, bien entendu, si je veux pouvoir récupérer de l'énergie quelque part, j'ai besoin d'une force. Et le point fondamental, c'est que la science moderne explique la totalité du monde connu avec 4 forces fondamentales. La totalité du monde connu, c'est le fonctionnement des particules microscopiques, c'est le fonctionnement d'un trou noir, c'est le fonctionnement de la galaxie, c'est le fonctionnement d'une locomotive à vapeur ou d'une centrale nucléaire. On arrive à tout expliquer avec ça. Il y a beaucoup de physiciens qui se posent des questions, qui cherchent une 5e force. Celui qui chope la 5e force, il a son prix Nobel garanti, donc je vous promets, il le cherche. Mais pour le moment, ça ne marche pas. Et donc, ces 4 forces fondamentales, on a la première, c'est la gravité. Et on exploite déjà cette force-là pour créer notre énergie lorsqu'on fait tomber de l'eau à travers un barrage pour turbiner et faire de l'électricité. La deuxième de ces forces, c'est la force électromagnétique. Celle-là, on l'utilise de plein de façons. C'est le transfert des électrons dans les fils électriques par le biais de l'électricité. C'est lorsqu'on va faire tourner une dynamo autour d'un aimant pour fabriquer de l'électricité. C'est lorsqu'on va couper des liaisons covalentes entre 2 atomes, quand on brûle du charbon, quand on brûle du pétrole, etc. Donc tout ça, c'est de l'énergie électromagnétique. Quand on va mettre un panneau solaire pour récupérer de l'énergie des photons pour faire de l'électricité, c'est ces forces-là qui sont mises en jeu. Ensuite, il y a les interactions au niveau du noyau. Je vous ai mis un seul, interaction faible et interaction forte, parce que dans le monde courant, même le monde des centrales nucléaires, ces 2 forces agissent comme une seule. Et on a besoin d'aller dans les accélérateurs de particules à 99% de la vitesse de la lumière pour voir une différence entre ces 2 forces. Mais en gros, ces forces-là, qui tiennent le noyau entre eux, la cohésion du noyau, eh bien on l'exploite déjà dans nos centrales nucléaires quand on casse des noyaux pour récupérer de l'énergie. On l'exploite par l'intermédiaire du Soleil lorsqu'on fait fusionner des noyaux. Donc on va trouver probablement de nouvelles façons d'exploiter ces énergies, de nouveaux modes de transformation d'une forme d'énergie en l'autre, mais pour le moment, le miracle supposé de la technologie qui dit « ils vont bien nous trouver quelque chose », ça n'existe pas dans les cartons de la science moderne. Alors, l'autre définition, bien sûr, le point suivant, donc par exemple ces histoires d'énergie nouvelle, un petit point comme ça, effectivement, on nous raconte plein d'énergies nouvelles. Ouais, alors faire tourner des hélices dans du vent, c'est vrai, ça s'appelle une éolienne, mais enfin Alphonse Daudet en parlait déjà. Mettre des barrages le long d'une rivière, eh bien oui, ça se faisait depuis très longtemps. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on a perfectionné, on a modifié le design pour que ce soit plus efficace, mais fondamentalement, ces fameuses énergies nouvelles, elles existaient depuis un certain temps. L'autre vision donc de l'énergie, c'est une vision thermodynamique. Donc la thermodynamique, c'est la science qui explique comment on transforme de la chaleur en énergie, comment l'énergie se déplace un petit peu dans l'univers. Par exemple, dans les applications un petit peu stupides de la thermodynamique, Stephen Hawking, beaucoup de monde connaît, a appliqué les principes de la thermodynamique aux trous noirs pour montrer et pour expliquer le fonctionnement des trous noirs. Donc ça marche pour faire pas mal de choses. Et en gros, dans cette vision-là, l'énergie, c'est la caractéristique du changement d'état d'un système.
D'accord? Donc vous avez votre cuisine en bordel, et bien vous déployez un petit peu d'énergie, vous allez la ranger, et bien suivant la quantité d'énergie que vous mettez pour la ranger, ben, vous aurez un changement d'état du système. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire que, quel que soit le mode d'énergie que vous allez choisir, vous aurez un changement d'état du système. Arbitrer entre des modes de production d'énergie différents, c'est pas arbitrer entre un truc propre et un truc sale. C'est arbitrer entre des effets secondaires différents. Donc dans les effets secondaires que l'on exploite, qu'on découvre aujourd'hui, c'est ce changement climatique parce que nous exploitons énormément d'énergie fossile qui rejette du CO2 dans l'atmosphère. Et on constate un de ces effets secondaires. Petite perspective historique, 1800, on invente la locomotive à vapeur, on trouve que c'est génial, et comme en gros on fait du feu, eh ben on continue à faire du feu avec ce qu'on utilisait historiquement pour faire du feu, c'est-à-dire du bois. Et de 1800 à 1860, on a rasé quasiment à blanc toute la forêt européenne pour faire tourner nos locomotives. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui s'appelait le charbon, qui était beaucoup plus efficace, donc on a foutu la paix à la forêt, on s'est mis à brûler du charbon. Mais la traduction de changement d'état du système, c'est disparition de la forêt si on utilise les forêts pour faire nos énergies. La traduction du charbon-pétrole, c'est l'apparition de gaz à effet de serre. Il est probable que l'utilisation intensive, par exemple, d'énergie éolienne, induira des changements d'état au système Terre, qu'on voit un petit peu quand vous regardez les décharges avec les pales d'éoliennes, etc., mais il y en aura probablement d'autres auxquels on ne pense pas toujours. Mais il y aura forcément changement d'état du système, puisque c'est intrinsèquement la construction de la fonction énergie. Alors, dernier détail, un petit peu précision, vocabulaire sur ce que c'est l'énergie. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'énergie primaire et d'énergie finale. Alors ça, c'est des subtilités un petit peu dans le monde de l'énergie qui permettent d'avoir des discussions extrêmement enrichissantes et pleines de bonne foi. Par exemple, si j'explique que l'humanité, oui, c'est vrai, on rejette des gaz à effet de serre, mais nous sommes aussi extrêmement vertueux, puisque la preuve, si vous regardez dans l'énergie que nous consommons, eh bien, nous avons à peu près 20% qui est de l'électricité qui n'émet pas de CO2, bien sûr, et 13% qui sont de la biomasse et qui n'émettent pas de CO2 massivement. Donc, c'est vrai, mais on n'est pas si mauvais que ça. Et je vais avoir un contradicteur qui me dit « mais non, vous dites n'importe quoi, puisque les éléments qui n'émettent pas de CO2, nous avons pour 6% de nucléaire et 2% d'électricité et 10% de biomasse, donc pour un total qui est un petit peu inférieur à 20%, alors que là, je vous vends un total qui est supérieur à 28%. » Les deux ont raison. Il s'agit juste de savoir de quoi on parle. Et, ben, je ne sais pas, mais dans la nature, je n'ai jamais trouvé une prise électrique toute seule pour choper de l'électricité. Donc l'électricité n'est pas une énergie primaire. Vous n'allez pas trouver de ressources électriques dans la nature. Par contre, dans la nature, vous pouvez éventuellement trouver un tas de charbon enfoui sous le sol. Personnellement, je n'utilise pas d'atomes d'uranium dans ma maison. Je ne suis pas utilisateur d'uranium. Pourtant, je sais que j'utilise de l'électricité qui a été fabriquée à partir d'uranium. Donc c'est la différence. L'énergie primaire, c'est lorsque l'on va chercher des ressources énergétiques dans la nature. L'énergie finale, c'est ce que chaque individu utilise. Et donc, on va avoir une différence et des transformations entre les deux. Et bien entendu, suivant comment vous souhaitez orienter votre discours, suivant comment vous souhaitez expliquer les choses, eh bien, vous pouvez vendre un monde avec un impact environnemental relativement important ou vendre un monde relativement sobre. Il s'agit juste de subtilité de langage. Alors, comment est-ce qu'on va passer justement de ces énergies primaires aux énergies finales? Ben, vous voyez, il y en a beaucoup moins qui est constitué. On a une grande quantité d'énergie primaire et une quantité d'énergie finale plus faible, parce que dans ces histoires de transformation d'énergie, chaque fois que vous transformez une énergie d'une forme en une autre, vous allez avoir des pertes dans votre système qui vont s'accumuler. Donc si on regarde ça par exemple sur une énergie qui est très à la mode en ce moment, c'est l'hydrogène, eh bien le mode de production écologique de l'hydrogène qu'on nous promet, c'est par hydrolyse de l'eau. Donc pour hydrolyser de l'eau, il faut de l'électricité. Donc j'ai besoin d'une quantité d'électricité au départ. On va avoir des pertes liées à l'électrolyse, vous voyez, qui sont aux alentours de 60%, de 40%, puisqu'on récupère que 60% sous forme d'hydrogène. Mais l'hydrogène, on va l'avoir à basse pression.
Et comme l'hydrogène, c'est un gaz extrêmement léger, à basse pression, ça vous prendrait un truc énorme. Donc si vous mettez ça derrière votre Clio, vous traînez un 30 tonnes, un réservoir de... Donc ça ne marche pas, on a besoin de le comprimer. Et donc on va le comprimer à plus de 300 bars, donc on va avoir de nouveau de l'énergie pour comprimer. Et puis ensuite, on va le faire passer par une pile à hydrogène, hein, et on va avoir de nouveau des pertes liées à cette transformation de l'énergie hydrogène à l'énergie électrique pour enfin récupérer votre électricité. Et vous voyez que le rendement final est aux alentours de 23%. Donc c'est ça, cette histoire de transformation d'énergie primaire en énergie finale. Et donc, c'est bien, l'avantage de l'hydrogène, c'est que ça permet de stocker l'énergie. Quand vous mettez de l'énergie électrique dans une pile, vous savez, hein, votre pile, elle va se vider au cours du temps, puis il n'y aura plus rien. Alors que votre réservoir hydrogène, une fois qu'il est plein, il reste plein. Ça a un avantage, on le stocke pendant longtemps. L'inconvénient, c'est qu'on va prendre de l'électricité, qu'on transforme en hydrogène avec des pertes, qu'on retransforme en électricité avec des pertes. Et donc on gagne une sécurité qu'on va perdre en efficacité. Alors, pour parler globalement d'énergie, on a à peu près 2 heures, c'est beaucoup trop court, hein, il faudrait, allez, on va dire 18 heures pour en parler en détail. Donc on ne va pas tout explorer, mais on pourrait discuter des différentes formes d'énergie avec plein de points d'attaque et d'angles de vue. On pourrait par exemple comparer les coûts des énergies, c'est-à-dire combien ça me coûte pour fabriquer 1 kilowatt. On pourrait parler de dépendance. La production de cette ressource énergétique est possible seulement si je dispose de telle ou telle ressource. Vous savez, hein, par exemple, pour produire les aimants des éoliennes, on a besoin de certaines terres rares qui sont en mode de raréfaction. On peut parler de l'impact environnemental, je vous en ai déjà un petit peu parlé par le biais du changement climatique. On peut se poser la question de savoir si cette ressource est renouvelable ou pas. On peut s'intéresser au potentiel de production. Est-ce que cette ressource énergétique, je peux la faire croître et dans quel ordre de grandeur? On peut se poser la question d'accessibilité. Hein. Par exemple, en ce moment, le gaz, c'est un petit peu compliqué d'aller s'alimenter, il semblerait. La fiabilité de cette énergie, est-ce que la production est régulière ou au contraire, est-ce que des fois, ça va s'arrêter sans que j'en sois dépendant? Cette histoire de densité énergétique, notamment pour les batteries de voitures ou pour l'hydrogène, quel poids je dois porter pour emmener mon nombre de kilowatts? La facilité du transport, on retrouve ça avec le gaz actuellement. Ben oui, c'est très pratique de transporter du gaz dans un gazoduc, hein, dans un tuyau. C'est un peu plus compliqué quand on le promène par méthanier. Et puis un truc donc, qui s'appelle Energy Recovered on Energy Invest, c'est-à-dire la quantité d'énergie que l'on récupère quand on met en œuvre une certaine quantité d'énergie. C'est-à-dire, je prends ma petite pioche avec mon petit wagonnet, je descends dans la mine et je vais taper pour récupérer du charbon. Ben, je vais dépenser une certaine quantité d'énergie pour remplir mon wagonnet. Si je dépense plus d'énergie pour remplir le wagon que je n'en récupère dans le wagon, ça ne vaut pas la peine. Et donc ça, c'est en fait la rentabilité énergétique de ma ressource. Alors, avec ce biais des énergies, en fait, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que le monde dans lequel nous vivons, nous, occidentaux, c'est dans une société qui est façonnée depuis pas loin d'une centaine d'années, hein, au moins, sur une abondance d'énergie facile d'accès et peu chère. Et en fait, comme moi, vous êtes nés déjà, vos enfants sont nés dans ce monde-là, en fait, c'est juste évident. La réalité, bien entendu, c'est que c'est tout sauf évident. Il suffit de remonter 200 ou 300 ans en arrière pour que les conditions soient totalement différentes. Et donc, si on regarde, par exemple, la quantité d'énergie qui est consommée par l'ensemble de la population terrestre au cours des années, on voit que dans les années 1820, 1840 jusqu'en 1860, on a des quantités d'énergie qui sont relativement faibles. Et puis on voit avec l'apparition justement de la locomotive à vapeur, l'explosion de ces nouveaux modes de production d'énergie, et on a une augmentation extrêmement importante, hein, vous voyez, puisqu'on est à moins d'une vingtaine d'unités ici, donc c'est des térawattheures, à plus de 500. Donc c'est vraiment une amplification phénoménale. Alors, sur ce joli graphique, on retrouve un truc où justement, je vous disais, il y a quand même dans le monde de l'énergie plein de petites subtilités très intéressantes. Vous voyez, on a des biocarburants ici. Et les biocarburants correspondent à cette quantité d'énergie qui est là. Et vous voyez, ça représente une quantité relativement importante de la production énergétique de l'humanité, les biocarburants. Mais alors moi, quand je lis biocarburants, je pense bioéthanol, biodiesel, etc. Intuitivement, ça me semble beaucoup. Et puis alors, si je regarde vraiment sur le graphique, tiens, je ne savais pas qu'ils faisaient beaucoup de biodiesel en 1820.
Si je regarde sur un autre graphique, en fait, c'est à peu près la même chose, mais on a un truc qui s'appelle biomasse traditionnelle. En fait, c'est juste du bois de chauffage. Mais oui, en toute honnêteté, du bois de chauffage, c'est un biocarburant. Sauf que dans notre langage aujourd'hui, un biocarburant, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, cette quantité-là, c'est le bois de chauffage traditionnel, et on a en fait une consommation qui est relativement constante et qui aujourd'hui dans le monde est portée essentiellement par les modes de cuisson des pays en voie de développement. Ensuite, sur ce graphique-là, eh bien, il y a plusieurs commentaires à en faire. Le premier, c'est que si vous regardez un petit peu, aucune énergie n'a jamais remplacé une autre. On a commencé avec du bois et on s'est rendu compte que le charbon, c'était sympa. On a commencé à bouffer du charbon, mais on n'a pas arrêté de consommer du bois. Ensuite, on s'est dit que le charbon, c'était cool, mais il y avait aussi un truc qui était vraiment chouette, c'était du pétrole. On a commencé à consommer du pétrole et on a continué à consommer du charbon. On a rajouté là-dessus du nucléaire, on est en train de rajouter des nouvelles énergies. On nous raconte que ces nouvelles énergies viennent en remplacement d'autres. Jusqu'à maintenant, c'est faux. Elles s'ajoutent. Et donc, dans toute l'histoire de l'humanité, chaque mode de production d'énergie s'est superposé aux autres. On n'a pas de remplacement. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de remplacement d'un mode de production par un autre. Ensuite, chaque énergie, en fait, a son usage spécifique. D'accord ? On n'a pas vu encore de voitures nucléaires. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de voitures à charbon. Voilà. Donc, la biomasse traditionnelle, c'est chauffage, cuisson, et aujourd'hui, majoritairement dans les pays en voie de développement. Le charbon, le nucléaire, les nouveaux renouvelables, l'hydraulique, c'est pour fabriquer de l'électricité. Le pétrole, c'est pour le transport. C'est les voitures, c'est les camions, c'est les trains diesel, etc. On ne fait plus de trains à charbon. Et puis, le gaz, c'est pour la production industrielle. Donc, chaque énergie a son usage. Ça veut dire que si, à un moment, une énergie commence à faire carence, c'est l'usage qui va faire carence et qu'il faudra réorganiser. Alors, ce monde façonné, vous voyez, depuis les débuts des années industrielles dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce monde s'est façonné par l'utilisation croissante de quantités d'énergie. Et donc, si on regarde un petit peu sur la France, eh bien, ça se traduit, par exemple, par une augmentation du parc d'habitation. Et donc, on voit sur ce graphique qu'entre les années 1970 et les années à peu près 2000, on a doublé le parc immobilier français. Bien, ok, c'est un fait. On peut remarquer aussi que la consommation électrique dans les habitations, entre les années 70 et 2000, est passée de 50 à 250. Donc elle a fait x5. Et donc, les habitations, les appareils électroniques de 1970 sont beaucoup moins optimum, sont beaucoup plus énergivores que les appareils électroniques et les habitations de 2000. Ben oui, mais n'empêche. On a une population qui a fait x1,15, mais on a un parc immobilier qui a fait x2. Donc, chaque individu dispose d'une beaucoup plus grande surface. La quantité d'électricité par mètre carré a complètement explosé, puisque on a fait un parc immobilier x2 ou une population x1,5, et on a fait une consommation d'électricité x1,5. Donc tout simplement parce que chaque ménage est beaucoup plus équipé en matériel électrique et on les utilise de façon beaucoup plus intensive. Et ça, c'est la façon, la construction historique de la société dans laquelle nous vivons. C'est cette habitude, c'est ce schéma mental que nous avons. Alors comment ça s'est construit ces choses-là ? Eh bien tout simplement parce que l'électricité, enfin l'énergie globale sur la surface de la planète, sur toute cette période-là, a coûté beaucoup moins cher au cours de toute cette période. Alors si on regarde par exemple le prix du baril de pétrole, alors si vous avez au prix courant, vous avez cette courbe-là en bas, mais ça ne veut rien dire puisqu'il y a les histoires d'inflation, etc. à corriger. Donc les économistes savent faire, on reconstruit ça en monnaie du jour, et vous voyez qu'au début des années 1860, le pétrole coûtait extrêmement cher,
parce que c'était utilisé pour quelques voitures de luxe, etc. Et puis on en produisait des quantités extrêmement faibles. Et puis, dès la fin des années 1800, le coût du pétrole s'est stabilisé, on voit nos deux chocs pétroliers qui arrivent, et puis on voit la réaugmentation avec la crise des subprimes qui se prépare en 2008. Mais alors moi je vous dis que ça a coûté de moins en moins cher. Alors c'est vrai, depuis 1800 jusqu'à 1970, ça a coûté de moins en moins cher, mais depuis 1970, ça augmente. Ouais, mais si on compare ça par rapport à l'élévation moyenne du niveau de vie sur la planète, les choses sont à mettre en perspective. Et si on regarde l'évolution du PIB moyen par habitant dans le monde, le prix du baril de pétrole passe de 20 à 80, donc il fait x4. Le PIB, la richesse moyenne dans le monde, passe de 1000 à 6000, elle fait x6. Donc finalement, si le prix d'une denrée fait x4, mais que votre salaire fait x6, vous allez pouvoir vous en acheter plus. Et donc c'est cette évolution structurelle liée à cette baisse du prix de l'énergie sur toute cette période-là, qui a permis effectivement de dépenser plus d'énergie dans nos foyers, dans nos pratiques de tous les jours, puisque ça coûte de moins en moins cher. Autre illustration, eh bien, si on trace l'évolution du prix du carburant en France par rapport à une minute de travail, on voit que pour le SMIC, on a effectivement une baisse très très régulière jusqu'en 2005. Je n'ai pas réussi à retrouver le plus récent, je pense que les derniers épisodes pourraient être sympas là-dessus. Et puis on a une baisse, pareil, pour le salaire moyen, qui diminue régulièrement. Et donc ça, c'est ce qui a structuré l'ensemble de notre tissu économique. Alors, si on fait quelques calculs pour remettre les choses en perspective, qu'est-ce qui fait que c'est super intéressant d'utiliser de l'énergie fossile ? Eh bien, c'est juste qu'on est des surhommes. En fait, si on regarde la quantité d'énergie possible pour un être humain, métabolisme de base, on est à 2,5 kW, ça c'est nos 37 degrés, notre digestion. Et puis, si on commence à dire, tiens, je vais faire un effort, donc je prends mes petites jambes, je monte au sommet du Mont Blanc, et puis au sommet du Mont Blanc, on m'a mis une petite tyrolienne, là je saute et je descends jusqu'au niveau de la mer pour faire de l'électricité. Eh bien, je vais récupérer 0,5 kW. Si vous me donnez une pelle, que je creuse un trou de 1 mètre carré, non seulement j'aurai très mal aux mains le soir, mais j'aurai déplacé en fait 0,05 kW d'énergie. C'est juste le poids de la Terre remonté. En gros, un humain, si c'est par ses jambes, c'est 0,5 kW par jour, si c'est par ses muscles, c'est 0,05. Un litre d'essence, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a un petit peu explosé, il est passé à 2,20 €. Mais dans 1 litre d'essence, vous avez, moyennement les rendements, les trucs comme ça, vous avez à peu près 5 kW d'énergie. Donc 10 à 100, 10 paires de bras, 100 paires de jambes, pour 2,20 €. Donc évidemment, on ne va pas prendre du travail humain quand on peut faire du travail mécanique. C'est beaucoup, beaucoup plus rentable. Alors, aujourd'hui, un petit peu, donc ça c'est ce qui a construit nos sociétés aujourd'hui. Aujourd'hui, à peu près, où est-ce qu'on en est avec cette histoire-là? Et alors, il y a un point que j'aime beaucoup, qui est justement de traduire cet usage de l'énergie en travail humain. Donc ça, c'est pas de moi, hein, c'est un auteur que j'aime beaucoup, M. Jancovici, et qui traduit en fait nos usages énergétiques en équivalent esclave. Et donc, si on traduit ça, eh bien, on peut voir, par exemple, que j'ai personnellement 21 petits esclaves qui travaillent au champ pour me produire ma nourriture. J'en ai 3 qui vont couper du bois dans la forêt pour mon eau chaude et ma boisson. 27 sont à la cave sur vélo d'appartement pour me faire mon électricité. Voilà, j'en ai 28 qui courent pour aller me chercher mes colis Amazon, mes petites courses. Bon, j'en tue 5 tous les jours pour les pertes du système énergétique, etc. Et en fait, si on fait le total de ce travail, on est à plus d'une centaine de travailleurs qui œuvrent pour chacun d'entre nous. Finalement, nous sommes, vous et moi, tous plus riches que ne l'était Louis XIV. Il n'avait pas une centaine de personnes à sa disposition, à lui tout seul. Il y avait beaucoup plus qu'une centaine de travailleurs dans le château de Versailles, mais il y avait toute la cour dont il fallait s'occuper en plus. Pensez juste, j'appuie sur un bouton, j'ai un orchestre symphonique qui me joue pendant 2 heures ma petite musique. Ça coûte une fortune, ces trucs-là. D'accord ? Donc voilà, c'est ça le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
À quoi elle sert cette énergie? Eh bien, on va avoir une utilisation dans les transports importante, c'est la chose à laquelle la première on pense. On a une utilisation extrêmement importante dans l'industrie, mais tout ce qui va être autre secteur, les bureaux, les universités où nous sommes, ben oui, nous avons une dépense énergétique relativement importante pour construire nos locaux, pour les chauffer, pour les éclairer. Les maisons, des choses comme ça. Et on a une partie qui sont des usages non énergétiques, c'est toutes les matières plastiques que nous produisons. Ce qui est important dans ce graphique, c'est de se rendre compte que c'est un problème. Essayer de dire on va réduire nos besoins énergétiques, ben, il s'agit en fait de travailler sur tous nos secteurs d'activité. Il n'y a pas un seul problème à attaquer. Vous réglez le problème des transports, c'est bien, vous avez réglé une partie, mais pas tout. Et donc c'est un problème qui est très global sur l'ensemble de nos sociétés. Ensuite, ben, cette énergie, où est-ce qu'on va la chercher? Comment elle est répartie? Donc on peut voir une carte du monde sur laquelle on va avoir donc, les réserves énergétiques. Alors là, il s'agit des réserves carbonées fossiles. Donc on va avoir le gaz naturel en jaune, le pétrole en rouge et le charbon en bleu. Donc première vision, nous avons des réserves à peu près équivalentes en gaz naturel et en pétrole. Deuxième vision, on a énormément de réserves en charbon. Troisième vision, bah, ces réserves sont plutôt très mal réparties sur la planète, avec des stocks par exemple très importants de charbon aux États-Unis, mais des stocks très importants de pétrole sur le Moyen-Orient. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait regarder sur ce graphique-là? Sur ce graphique-là, vous avez ici, entre parenthèses, un petit truc, alors on ne le voit pas bien parce qu'on a un super vidéoprojecteur, il y a écrit 61 ans pour le charbon, le gaz naturel, entre parenthèses, 40 ans pour le pétrole et 227 ans pour le charbon. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire, en première lecture, qu'il nous reste 40 ans de pétrole. Alors, ceux qui ont un petit peu de mémoire, vous vous souvenez quand même qu'il y a au moins 40 ans, on nous disait déjà qu'il restait pour 40 ans de pétrole. Donc cette limite de 40 ans de pétrole, vous êtes bien gentils, mais enfin depuis le temps que vous criez au loup, on n'a plus tellement envie d'y croire. C'est encore une fois une illustration de ce monde de l'énergie dans lequel on a un vocabulaire extrêmement précis pour des données précises. Et si on ne vous donne pas l'explication qui va avec, évidemment, les conclusions vont être erronées. Donc ces 40 ans correspondent à des usages très précis. On reviendra dessus un petit peu plus tard pour prendre le temps d'approfondir ça. Ensuite, sur ces ressources, eh bien, on a listé donc les réserves et à côté, eh bien, ces réserves énergétiques ne se valent pas en termes de qualité. Et entre autres, pour produire une certaine quantité d'énergie, eh bien, dans le cas du gaz, nous allons émettre 600 kg, 650 kg de gaz à effet de serre. Si on travaille avec du charbon, on est plus à 1100 kg de gaz à effet de serre. Manque de bol. Des ressources de gaz et de pétrole qui sont relativement peu ou moins émissifs de gaz à effet de serre que le charbon, il ne nous en reste pas tant que ça. Par contre, des réserves de charbon, on en a énormément, mais c'est ce qui pollue le plus. Donc, basculer, lorsqu'on aura épuisé nos réserves de pétrole et de gaz, sur des réserves de charbon qui vont durer plus longtemps, va amplifier de façon dramatique ce phénomène de changement climatique. Alors, au niveau de la France, c'est quoi notre facture énergétique? Combien on dépense? Et bien sur ce graphique, donc vous avez le total là qui est en rouge qui passe là au-dessus. On a les produits raffinés, les biocarburants, on a notre charbon, on a l'électricité, etc. Donc vous avez toutes les courbes qui sont là. Ce qui me semble un petit peu important, c'est de voir que notre consommation d'énergie, depuis les années 70 jusqu'à 2000, globalement, elle a augmenté. La facture, elle a oscillé de façon assez chaotique entre les deux, mais on n'a pas une tendance très très nette à la hausse tout le temps. Ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette facture énergétique, au plus haut, elle est aux alentours de 70 milliards d'euros, pour un PIB français qui est à 580 milliards. Donc, à la louche, la facture énergétique d'un pays, c'est à peu près 10 à 15% de sa richesse. Si on fait la même chose sur un ménage français, vous et moi, eh bien, alors, pour les milliers, donc ça, c'est la facture globale pour l'ensemble des ménages français. On voit que peut-être la facture globale à l'échelle de l'État, il n'y a pas de tendance à la hausse, mais la facture globale à l'échelle des ménages, on a nettement une tendance à la hausse. Et par contre,
et c'est ce que je vous disais par rapport à l'élévation du niveau de vie, c'est que le pourcentage en dépenses des ménages, lui, a une tendance plutôt à la baisse jusqu'en 2019. Et que globalement, les ménages français dépensent moins de 10% de leurs ressources en facture énergétique. Alors bien sûr, c'est une moyenne. Ça dépend. Il y a des gens qui dépensent plus, il y a des gens qui dépensent moins, mais en moyenne, on est aux alentours, pour les ménages 10%, pour les États 10 à 15%. Traduction, ben, le monde fonctionne à l'énergie. Si vous tracez sur ce graphique deux courbes, l'une, le PIB du monde, reconstruit sur des moyennes de 3 ans pour éviter un petit peu toutes les fluctuations aléatoires, et la consommation de pétrole du monde, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ces deux courbes sont quand même bien accrochées. Donc en gros, si le PIB va bien, le pétrole va bien, ou si le pétrole va bien, le PIB va bien, et si le pétrole va mal, le PIB va mal, ou si le PIB, enfin l'un et l'autre. Jusqu'à maintenant, vous voyez qu'on a énormément de mal à voir lequel pilote l'autre. C'est vraiment deux indicateurs qui sont complètement accrochés l'un à l'autre. Ce qui me semble, par contre, assez inévitable, c'est que tant qu'on garde cette structure économique, on ne pourra pas faire de PIB si on ne peut pas faire de croissance de pétrole. Juste quand est-ce que le PIB a augmenté sans pétrole? C'est juste pas possible dans la structure actuelle. Et donc si la production de pétrole n'augmente pas, le PIB ne pourra pas augmenter. La tendance, elle n'est pas à l'augmentation et elle est plutôt à 2%. Nous sommes en période d'élection présidentielle. Si jamais il y a un candidat qui vous promet 3% de croissance, à mon avis, il ment, puisqu'il n'y a pas 3% de croissance de la consommation de pétrole. Pas 3% de croissance de consommation de pétrole, donc pas 3% de croissance de, production, de PIB. C'est juste incohérent. Alors, si on fait la synthèse un petit peu de tout ce truc-là, l'énergie, c'est quoi finalement? Ben, c'est un truc pas cher, finalement, qui compte pour à peu près 10% de mes dépenses. Donc finalement, je m'en fous, quoi. En gros, l'énergie, c'est à peu près comme si je comparais ce truc-là et ce truc-là. C'est bien. Ça, c'est pas cher. Ça compte pour que dalle. Ouais, n'empêche que si j'ai celui-là sans celui-là, je suis quand même bien emmerdé. Et donc, oui, c'est pas cher. Oui, ça compte que pour 15% des ménages, mais c'est totalement indispensable. On coupe l'énergie, tout s'écroule. Alors, si on regarde un petit peu ce qui nous attend pour plus tard, eh bien, on va revenir sur cette histoire de 40 ans d'énergie, là, ces fameux 40 ans. C'est quoi? Et on va parler plus spécifiquement du pétrole, parce qu'on n'a pas le temps de lister toutes les sources. Comme c'est l'énergie principale, ça permet quand même d'aller assez vite. Premièrement, comment on exprime ces réserves de pétrole, ces fameux 40 ans? Lorsque on va chercher du pétrole dans le sol, il y a un truc qui est absolument certain. C'est le premier baril de pétrole que j'ai réussi à sortir de mon puits. Celui-là, je l'ai vu, je le connais. C'est sûr. Ça, c'est ce qui correspond aux réserves déjà consommées. Celui-là, je le sais. Il y a un truc qui ne changera jamais. Ce sont les quantités totales de pétrole disponibles sur la planète. C'est vrai que c'est une énergie renouvelable, ça met juste à peu près une dizaine de millions d'années pour se refabriquer. Donc au rythme auquel on le consomme, la quantité, le stock est fini. Donc cette frontière-là, elle est inamovible. Par contre, celle-là, elle va bouger. Mais celle-là, elle est plutôt inconnue, bien sûr. On ne sait pas la quantité totale de pétrole sur Terre à la virgule près. Et puis, ces fameux 40 ans de pétrole, ils correspondent à ce qu'on appelle justement ces réserves prouvées ici. Et ces réserves prouvées correspondent à une définition extrêmement stricte et précise. Ce sont les réserves de pétrole déclarées par les compagnies pétrolières auprès des instances de régulation du marché comme étant dans des champs d'exploitation actuellement exploités ou en projet d'exploitation proche. Je suis une compagnie pétrolière, j'ai découvert un immense champ de pétrole, je décide de me le foutre à gauche pendant 10 ans, ce n'est pas des réserves prouvées. J'envisage de mettre des puits dedans dans 2 ou 3 ans, ça devient des réserves prouvées.
C'est extrêmement surveillé, bien sûr, parce que c'est là-dessus que toutes les compagnies pétrolières sont cotées en bourse, donc on les surveille de très près. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 40 ans de pétrole vendus en 1970 entre les 40 ans de pétrole qu'on peut vendre en 2005? Eh bien, c'est qu'on a dévoilé une partie des cartes et qu'on a fait passer une partie des réserves possibles, probables de toute la planète dans le panel des réserves prouvées. Et ces 40 ans correspondent aux réserves prouvées de pétrole, au rythme d'exploitation actuel. Et donc, ces 40 ans, évidemment, ils ont glissé. Et c'est une limite fluctuante, parce que ça correspond à une définition très précise. En plus, ces fameuses réserves prouvées, quand vous allez chercher du pétrole au fond, eh bien, vous êtes ingénieur pétrolier, vous avez sorti votre premier baril de pétrole, vous allez voir votre PDG, vous dites « Chess, c'est super, on a du pétrole. Combien ?» J'en ai un baril, c'est sûr. C'est bien, mais... Et encore. Alors, vous pouvez lui dire « On a un champ qui fait 5 millions de barils. » Ouais, mais si jamais il n'y en a que 4, il va vous taper sur les doigts. Vous pouvez lui dire, on a un champ qui fait 2000 barils. Il va dire, ouais, t'es sympa, mais la prime, tu l'auras pas. Donc la question, c'est où est-ce qu'on met entre toutes les statistiques qu'on peut faire sur un champ pétrolifère, entre le côté qui est vraiment super sûr, je sais que je vais les avoir, et le côté, j'essaye de rendre et d'enjoliver les choses. Et donc globalement, l'ensemble des compagnies pétrolières se sont mis d'accord, et ça fait partie des choses qui sont régulées auprès des autorités de marché. En fait, on estime à 66% de confiance les probabilités de sortir ce pétrole des champs qui ont été exploités. Et globalement, sur les champs de pétrole qui ont déjà été quasiment complètement vides, cette probabilité-là, on arrive à la récupérer. D'accord ? Donc ces réserves prouvées, on arrive plutôt bien à les obtenir. Alors encore une fois, on peut avoir des choses assez sympathiques. Par exemple, sur ce graphique, vous avez l'évolution des réserves prouvées de certains pays producteurs de pétrole. Et vous pouvez remarquer qu'en 1989, par exemple, il y a pas mal de pays qui ont eu une augmentation extrêmement importante de leurs réserves prouvées. Si on fait l'historique dans les découvertes de pétrole à cette année-là, il ne s'est rien passé de spécial. En fait, ce qui s'est passé cette année-là, c'est que l'OPEP s'est mis d'accord pour restreindre et contrôler leurs émissions, leur mise sur le marché de pétrole. Et la règle était, écoutez, si j'ai des réserves prouvées de telle quantité, je peux mettre telle quantité sur le marché. Si j'ai des réserves prouvées plus petites, je mets telle quantité plus petite. Et donc, on a fait glisser de la probabilité de 66% à une probabilité de 33% pour gonfler les réserves artificiellement. Je vous avais dit que c'était vérifié par l'autorité de marché. Oui, pour les compagnies pétrolières cotées en bourse. Mais la compagnie pétrolière, par exemple, d'Arabie Saoudite, c'est une compagnie nationale qui n'est pas cotée en bourse et qui fait ce qu'elle veut. Quant à remettre en cause ces chiffres-là, c'est assez compliqué parce que ça veut dire que vous remettez en cause la parole d'un État souverain. Donc tous les chiffres et les calculs de l'Agence internationale de l'énergie sont faits sur ces chiffres-là, que tout le monde sait être pas forcément fiable à 200%. Mais c'est ça le beau monde de l'énergie. Alors ces fameuses réserves totales, la frontière limite, combien on pourrait en avoir ? Eh bien, si on compile un petit peu toutes les synthèses scientifiques, bibliographiques, pour savoir combien il y a de pétrole sur la planète, alors il y a plein d'études qui sont faites, des études basées sur les statistiques, je perce un trou ici, je trouve du pétrole, je perce un trou, j'en pata, qui compilent les réserves qui sont déjà trouvées. Il y a d'autres approches qui sont sur le mode de production de pétrole, c'est-à-dire qu'on sait que le pétrole se produit par la sédimentation des organismes marins dans les océans. On sait combien il y a de matière organique dans l'océan, on regarde quelle quantité se sédimente, à quelle vitesse ça se transforme, etc. Donc il y a plein d'approches différentes. Et l'ensemble de ces approches nous dit, alors certaines nous disent, vous voyez, qu'on est à plus de 6000, il y en a d'autres qui disent qu'on est aux alentours de 1000. Globalement, ça doit plutôt se trouver autour de 2, 3, 4000 et probablement pas au-delà. Donc oui, il y a un flou là-dedans. Mais depuis un certain temps, ce flou commence à se restreindre un petit peu. Et on sait à peu près combien on en a. Et si je reviens rapidement là-dessus, le reste possible commence à se raréfier. Et donc ces fameux 40 ans de pétrole qui nous ont suivis depuis 1970, il est probable qu'on va le voir petit à petit se rétrécir. Alors, comment ça se passe? Eh bien, quand vous découvrez un champ de pétrole, au départ,
Vous avez causé un trou, vous trouvez du pétrole, vous dites tiens, on va regarder un petit peu autour. Et dans un pays, vous allez avoir comme ça les découvertes de pétrole qui vont suivre une course en cloche. Donc au début, on ne cherchait pas de pétrole, donc c'est normal, on n'en trouve pas. Et puis on se dit qu'il y en a, donc on en cherche de plus en plus. À un moment, on en trouve énormément. Et puis au bout d'un moment, quand vous avez trouvé tous les œufs de Pâques, vous pouvez continuer à chercher, vous allez en trouver de moins en moins. Malgré une dépense de recherche qui ne faiblit pas. Et ce qui est vraiment surprenant, donc a été découvert par ce monsieur Hubert, c'est que si vous prenez les pays qui ont déjà passé leur maximum de production de pétrole, eh bien, la découverte de pétrole suit une course en cloche, et la production de pétrole suit aussi une courbe en cloche. D'un autre côté, c'est normal. Si je n'ai pas découvert de pétrole, il y a peu de chances que j'en produise. À la fin de l'histoire, quand j'aurai pompé tout le pétrole, j'en produirai plus. Donc c'est normal qu'un truc qui commence à zéro et qui finit à zéro, il y a un moment où il y a un maximum et que ça redescende. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que dans tous les pays qui ont suivi, qui ont passé leur pic de pétrole, eh bien on a un décalage en gros de à peu près 35 ans entre le maximum de découverte et le maximum de production. Et ça s'est vérifié pour plein de pays qui ont passé leur maximum de pic de production. Si on regarde ça sur la planète, eh bien on va avoir un pic de production de la planète qui se situe à peu près aux alentours des années 2020. Alors, sur ce graphique-là, on a justement, donc ça c'est un graphique de production, de prévision de production mondiale en 2009 sur les hydrocarbures liquides, et on voit que voilà, ces auteurs-là nous prévoient un maximum de production dans les années 2020 et une diminution. Dans les points intéressants, ce gros éléphant gris, là, c'est le pétrole conventionnel. On est en train de nous dire qu'on va faire du pétrole de schiste, du fuel offshore, etc., des agrocarburants. Oui, c'est vrai, ça va faire tout ça. N'empêche que ça reste quand même plutôt un petit peu la peau de l'éléphant, même si elle est épaisse. Et donc, le maximum de production, le maximum de croissance, les volumes les plus importants sont sur le pétrole conventionnel qui vont diminuer. On va pouvoir faire croître pendant un certain temps d'autres ressources, mais pas en quantité équivalente. Alors c'est des résultats qui datent un petit peu, 2009, il s'est passé déjà quelque chose d'assez sympathique ces derniers temps. Donc si on regarde sur un autre graphique, pareil sur l'ensemble des pays, on va voir la même chose avec, comme par hasard, ce maximum en 2020. Vous voyez dans les petits épisodes, par exemple, cette histoire de Covid, par exemple, qui vient intervenir et qui baisse de façon assez sympathique les consommations de pétrole au niveau de la planète. On s'attend à un rebond lié justement à une reprise d'activité économique, mais globalement, il va y avoir quand même une diminution qui est prévue sur les années 2020-2050. Petit point d'actualité qui n'est pas négligeable, la grosse tache bleue en bas, c'est le pétrole russe. Ça va être dur de s'en passer. Ça représente tout ça, le pétrole russe. Donc celui-là, c'est bon, on l'a déjà consommé, c'est fait. Par contre, il y a quand même tout ça qui reste. Ça représente des quantités assez importantes. Alors si on essaye de projeter un petit peu ça sur notre avenir, il y a un chercheur japonais, M. Kaya, qui a écrit des équations relativement compliquées pour décrire justement comment est-ce qu'on dimensionne, comment est-ce qu'on prévoit un système de production énergétique. Alors on va faire un peu de maths. Le début de cette équation, c'est de dire que nos émissions de CO2 sont égales à nos émissions de CO2. J'espère que jusque-là, j'ai perdu personne. Là où ça devient intéressant, c'est de se dire, ces émissions de CO2, elles viennent d'où ? Bien évidemment, elles viennent de notre production énergétique. Donc, on va diviser ces émissions de CO2 par notre production d'énergie. Et pour que les maths restent justes, si j'ai divisé par l'énergie, je remultiplie par l'énergie. Ensuite, cette énergie, elle sert à quoi ? Eh bien, elle sert à soutenir une production industrielle. Donc, on va diviser l'énergie par la production industrielle et on remultiplie par la production industrielle. Et cette production industrielle bénéficie à qui ? À la population. Donc, je divise par la population et je remultiplie par la population. Et ça permet de faire apparaître des indicateurs macroéconomiques qui expliquent une partie du pilotage des systèmes énergétiques. Donc, par exemple, le ratio émission de CO2 par rapport à l'énergie produite, c'est ce qu'on appelle le mix énergétique. C'est la façon dont on choisit de produire notre énergie. Je la produis à partir de charbon, je vais avoir beaucoup de CO2 produit par énergie. Je choisis de la produire avec du nucléaire ou des éoliennes, j'ai peu de CO2 émis par quantité d'énergie. L'énergie divisée par la production industrielle, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique de notre système industriel. C'est là-dessus qu'on va pouvoir gagner en isolant des bâtiments, en optimisant, etc.
Et puis, le ratio production industrielle par population, c'est ce qu'on appelle tout simplement le PIB par habitant. Et donc, on récupère des indicateurs macroéconomiques standards. Alors, si on essaye de voir ce qui nous attend dans les quelques années, eh bien, il est probable que la population de la Terre, d'ici quelques années, fera 1 fois 1,5 parce que ce serait quand même bien qu'on soit 9 milliards d'habitants. Parce que sinon, c'est probablement qu'il y aura une grosse catastrophe, qu'on risque plutôt quelques millions, et comme je ne suis pas sûr d'être du nombre, je préférerais être 9 milliards. Ensuite, le PIB par habitant, si vous écoutez l'ensemble de nos économistes et de nos politiques, ils nous disent que pour assurer notre bonheur, la stabilité de la bourse et tout ça, ce serait bien d'avoir 2% de croissance. Ok, partons sur 2% de croissance. Pour info, 2% de croissance pendant 50 ans, ça veut dire que vous devez faire fois 2,7. Demandez à votre banquier comment on fait des intérêts composés. Ensuite, pour l'efficacité énergétique, donc ça, c'est des choses qui sont relativement faciles. Sur l'efficacité énergétique, c'est plus compliqué parce que il y a 2 éléments qui tirent un petit peu dans un sens et dans l'autre. Globalement, quand on ne sait pas trop quoi faire, on regarde comment ça s'est passé dans le passé. Et autrefois, sur les 50 dernières années, eh bien, l'efficacité énergétique des systèmes industriels a été améliorée de 30%. On pourrait dire, voilà, on va continuer 30% comme ça pour les 50 années à venir. Je ne suis pas sûr parce que les 50 années passées, vous avez vu, il n'y avait pas de problème d'énergie. Donc pourquoi se faire suer à économiser un truc qui n'est pas cher et abondant? Il n'y avait pas de contraintes sur l'énergie, on ne l'économisait pas. Dans les 50 prochaines années, il y aura probablement plus de contraintes, ça va devenir plus intéressant d'économiser, donc on va faire des efforts. Donc on pourrait se dire, on risque de faire mieux. Mais tous ceux qui ont déjà fait des efforts, essayer de s'améliorer dans n'importe quoi, sport et tout ça, vous savez bien que les 30 premiers gains de performance, c'est facile. Et puis quand vous commencez à gagner en performance, passer de 90 à 92% de réussite, ça devient beaucoup plus dur. Donc il y a une espèce d'équilibre entre les deux. Perso, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc je propose de continuer voilà, à 30% en espérant que ça se passe mieux. Et puis pour nos émissions de CO2, c'est vrai que ce serait bien de les diviser par 2. Il semblerait qu'à la COP de Paris, on a promis des choses comme ça. Et puis de toute façon, vous venez voir. Soit nous, on les divise nous-mêmes par 2, soit ça prendra un tout petit peu plus de temps, mais de toute façon, ce sera divisé par 2 vu qu'il n'y aura plus de pétrole. Donc de gré ou de force, ça va baisser. Et si on fait tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en gros, ça veut dire que pour réussir à concilier tout ça, il faut que notre mix énergétique évolue et que, en gros, on divise l'ensemble de nos ressources énergétiques, qu'on produise la même énergie en émettant 80% de CO2 de moins. Il faut qu'on transforme, en fait, notre mode de production énergétique. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien un petit peu entre l'énergie et l'histoire? Eh bien, si on reprend cette graphique que vous avez déjà vue, il y a des petites bosses, des petits creux. Alors, ils ne sont pas un truc, mais il y a quand même des choses sympas. Donc ça, je ne sais pas si vous êtes calé en histoire, mais je crois que ça correspond à un truc qui s'appelle 1914-1918. Celui-là, c'est un truc qui s'appelle 1933, grande crise économique. Ça, c'est un truc qui s'appelle 1939-1945. Ça, c'est un truc qui s'appelle le premier choc pétrolier 74. Ça, c'est le deuxième choc pétrolier. Ici, c'est la crise des subprimes. Et sur le graphique, après, vous avez vu, on a le Covid. Donc, en gros, il y a des trucs qui sont assez efficaces pour baisser nos consommations énergétiques. C'est juste qu'ils ne sont pas super sympas. Donc, ouais, souvent, nos baisses de consommation d'énergie s'associent d'épisodes assez rudes pour l'humanité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça se passe sans pilotage. Et ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, on change nos modes de consommation d'énergie en le pilotant pour ne pas le subir. Alors, ce que j'ai essayé, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça pourrait faire pour la France? Comment on pourrait faire pour changer nos modes de production? Alors, bien sûr, c'est très restreint. C'est moi qui ai fait ça avec mon tableur Excel comme un grand. Donc, ça a des limites, mais ça permet de présenter assez vite quelques ordres de grandeur. Alors, j'ai pris la surface de la France et puis j'ai regardé combien d'énergie on consomme. Donc en gros, on est à 282 millions de tonnes équivalent pétrole. C'est la quantité d'énergie qu'on récupère quand on brûle une tonne de pétrole. Et puis dans cette quantité d'énergie, on a à peu près 123 millions de tonnes qui sont de l'électricité. Ce n'est pas du primaire. Et puis on importe en fait, parce qu'il y a très peu de production d'énergie fossile en France, on importe 173 millions de tonnes équivalent pétrole. Pour pouvoir faire les conversions, là, ma tonne d'équivalent pétrole, elle se convertit en mégawattheure, donc j'ai mis ça dans mon petit tableur Excel. Et puis je me suis dit, bon, comment on pourrait produire de l'énergie en France? Alors,
on peut faire des biocarburants. Donc je suis allé sur le site de l'ADEME et ils me disent, ben voilà, quand vous faites des biocarburants, en gros, vous récupérez 1 tonne équivalent pétrole par hectare et par an. Donc si je plante l'ensemble de la France en biocarburant, problème de nourriture quand même, on récupère 67 millions de tonnes équivalent pétrole. C'est mignon, mais vu qu'on en consomme 170, on n'y est pas. Au niveau des panneaux solaires, la quantité d'énergie solaire qui arrive sur la France en moyenne est donc à 1400 kWh par mètre carré par an. Ça fait une sacrée quantité d'énergie solaire qui arrive sur toute la surface de la France. Pareil, je ne peux pas tout prendre, sinon il n'y a plus de photosynthèse, donc plus de plantes, donc ça pose quand même quelques petits problèmes. Mais il y a quand même une sacrée quantité d'énergie présente. Au niveau de l'hydraulique, on a déjà équipé énormément de grands barrages. Les 63 TWh, ça c'est les barrages qui existent déjà. En gros, EDF, ils disent que ça va être compliqué de continuer à produire des gros barrages. On peut trouver des sites qui nous disent qu'au maximum, on peut faire, par exemple, 200 TWh sur la France. Alors, je suis allé regarder les calculs, c'est sympa, mais enfin, ils disent que toute goutte d'eau qui tombe sur la surface de la France passe dans une turbine et ressort au niveau de la mer. Bon, c'est sympa, mais je ne vois pas très bien comment faire techniquement. Donc d'autres sites un petit peu plus intelligents disent qu'en gros, en redéployant du micro-hydraulique, etc., on arrive à peu près à 4,6 millions de tonnes équivalent pétrole. Ensuite, si on met des éoliennes, ben, on peut arriver par exemple à 51 TWh. Si on fout des éoliennes vraiment, en gros, tous les 500 mètres, presque sur la moitié de la surface de la France, on arrive à ces quantités-là. Donc en gros, entre 4 et 43 millions de tonnes équivalent pétrole. Hydrolienne, c'est mettre des éoliennes en mer pour récupérer l'énergie des courants marins. Eh bien, on pourrait récupérer, par exemple, 3 millions de tonnes équivalent pétrole. Alors, si on se dit, ben voilà, comment on fait en France, moi, ce que je me suis dit, c'est bon, au niveau de l'électricité, on a de la chance, on a 10% de notre énergie hydraulique qui est faite par l'éolique, on a 80% qui est au nucléaire. En fait, il faudrait gagner à peu près 12 millions de tonnes équivalent pétrole. Bon, allez, on saura faire, hein, on est malin, on va se démerder. Et puis, du coup, il reste quand même ce problème des 174 millions de tonnes équivalent pétrole en énergie, qui viennent d'énergie fossile. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et donc, bon, un 30 tonnes qui traverse la France sur batterie, ça ne marche pas toujours très bien. Donc l'idée, c'est de convertir ça en électricité, puis de le mettre en hydrogène pour pouvoir le stocker, avec des rendements, vous voyez, qui ne sont pas toujours aussi bien. Là, le rapport qui date un petit peu, hein, qui donnait des rendements à 45%, vous avez vu le graphique au départ, les rendements étaient plutôt à 20%. Donc ça dépend aussi des différents modes de production et des choses comme ça. Donc j'ai pris un rapport plutôt favorable. Alors, au niveau des biocarburants, je me suis dit que ça allait quand même se laisser quelques champs de patates et j'ai couvert en fait 10% de la surface de la France en biocarburant. Ça correspond aux terres agricoles en jachère. Pourquoi pas, savon, on ne rase pas de forêt, on n'attaque pas nos ressources alimentaires. Ensuite, au niveau des panneaux solaires, j'y suis allé un petit peu plus brutal. Je suis allé regarder sur le site du gouvernement quelle est la surface bâtie en France. Ils me disent c'est 2% de la surface bâtie. Ok. Toute la surface bâtie de France est couverte de panneaux solaires, cathédrale de Strasbourg incluse, et tous les toits sont bien sûr merveilleusement orientés plein sud. Comme ça simplifie un petit peu. Et du coup, si on fait tout ça, eh bien, on arrive à fabriquer, vous voyez, 163 millions de tonnes équivalent pétrole. Ce sera probablement la moitié, parce que quand vous avez un toit qui est au sud, probablement que l'autre est au nord, donc ça risque de marcher moins bien. Mais bon, ça permet de dégrossir un peu, et de toute façon, ben, il nous en fallait 173. Si je passe à l'hydrogène, bien sûr, on en a beaucoup moins. Au niveau des éoliennes et des hydroliennes, j'ai mis à peu près tout ce que je pouvais raisonnablement. Si on fait le total de tout ça, eh bien, vous voyez qu'en sommant tout ça, il me manque plus de la moitié de mes ressources de pétrole. Donc, en mode de consommation standard, la France ne peut pas se passer d'énergie fossile extérieure. Alors, si je pousse encore un petit peu en disant, ben voilà, hein, toutes les gouttes d'eau qui arrivent en France sont turbinées, ça ne change pas grand-chose, il m'en manque quand même. Donc, ce qui se passe, si je passe à totalement électricité, il n'y a plus de stockage d'hydrogène, cette fois-ci, on pourrait s'en sortir. Le problème, c'est bien sûr comment je fais de l'énergie la nuit quand il n'y a plus de panneaux, le soleil ne marche plus et qu'il n'y a pas de vent, donc il y aura probablement ce problème de stockage. La réalité sera probablement quelque part entre ça et ça, parce qu'une bonne partie de l'électricité produite peut être consommée tout de suite, mais il faudra en stocker une autre partie. La proportion, je ne sais pas, mais... Et ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est bien de vous faire prendre conscience que la solution miracle de développer à outrance des énergies renouvelables,
c'est très bien, il faut, mais ça ne suffira pas. Et il n'y a pas de salut dans ce côté miracle, éolienne, panneaux solaires, etc. Il faudra s'en sortir un petit peu autrement et probablement avec la mise en place d'économies d'énergie. Alors, justement, pour illustrer un peu ces histoires de stockage, ici, donc, c'est les facteurs de charge de différents moyens de production en 2016. Et donc, vous voyez que, suivant le type d'énergie, vous allez avoir, en 2016, les centrales nucléaires ont bossé à peu près 70% du temps. Par contre, les centrales au fioul ont bossé 5% du temps. Alors, tous ces temps de travail ne se valent pas. Bien sûr, dans le cas d'une bonne partie de nos énergies, ce sont de l'intermittence choisie. Les centrales au fioul, les centrales au charbon, les centrales au gaz, les grands barrages hydroélectriques, on ne les allume que quand on en a besoin. Et donc, quand vous avez une centrale au fioul qui ne fonctionne que 5% de son temps, c'est très bien. Ce serait même mieux qu'elle fonctionne moins. Elle n'est là que pour assurer un maximum de production pendant quelques instants pour assurer la stabilité du réseau. Par contre, vous avez d'autres énergies pour lesquelles cette intermittence est subie. Les centrales nucléaires, désolé, mais il y a 30% du temps qui est inévitablement consacré à la maintenance. Une éolienne, 20% du temps, ouais, c'est comme ça, le vent ne souffle pas en permanence. Les panneaux solaires, la nuit, il fait nuit. Les bioénergies, c'est un petit peu différent. Il y a une partie d'intermittence choisie et une partie d'intermittence imposée. Donc voilà, cette histoire d'intermittence, le problème de stockage de l'énergie, si on produit une majorité de nos énergies avec ces ressources-là, va s'imposer. Alors, si on regarde justement comment ça se projette sur un de nos voisins qui, en termes en tout cas de notre vision franco-française, est un champion des énergies renouvelables, eh bien, si on regarde la production énergétique allemande liée à l'électricité, eh bien, on constate que, effectivement, vous voyez, la partie renouvelable en vert augmente de façon extrêmement importante. On constate aussi que l'Allemagne avait une production nucléaire relativement importante, mais plutôt aux alentours de 20%, pas autant que la France. On voit l'effet Fukushima avec l'arrêt suite à Fukushima, puis on voit que finalement, ils se sont dit que ce n'était pas forcément si vrai que ça, et ils en ont rallumé une bonne partie. Et surtout, ce que vous voyez, c'est que la production électrique, toute cette histoire d'intermittence, donc là, vous avez les centrales fossiles, charbon, fioul, gaz, qui produit donc pour la grosse partie de l'énergie allemande. Et vous voyez que ces histoires d'intermittence, ça c'est les besoins en fait. Le total, c'est combien on a besoin d'électricité, ça change. Et vous avez ici cette partie d'intermittence subie qui est liée aux nouveaux renouvelables. Et donc il faut avoir cette partie en fait d'énergie pilotable pour pouvoir s'allumer lorsque le soleil se couche, lorsque le vent arrête de souffler. Alors est-ce qu'ils s'en sortent vraiment les Allemands? Si on regarde justement la balance électrique allemande, globalement, de 90 à 2000, ça allait à peu près. Et puis, depuis 2000, ils étaient en léger déficit. Et depuis 2011, quand ils ont arrêté leur centrale nucléaire, leur déficit a énormément augmenté. Donc, en plus d'avoir une grosse partie de leur électricité qui est produite par du charbon, donc des éléments qui sont extrêmement émissifs de gaz à effet de serre, ils sont en fait en balance économique négative et ils importent une partie d'électricité. Donc, le modèle allemand du tout renouvelable, c'est bien joli, c'est peut-être un super argument de com', mais pour le moment, ça ne résiste pas trop à l'épreuve des faits. Alors, cette histoire d'énergie, donc on a vu un petit peu, elle va se raréfier, le côté du prix de l'énergie a changé, et pour le moment, à part ces derniers jours où on l'a vu vraiment monter, mais globalement, elle coûtait de moins en moins cher. Et ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, on peut le regarder par le biais justement de cette histoire de taux de retour investissement sur l'énergie, c'est-à-dire la quantité d'énergie que je dois mettre dans mon activité collecte d'énergie pour pouvoir en récupérer. Et donc sur ce graphique, eh bien, les auteurs là nous disent que pour pouvoir amener, pour que ça vaille la peine d'aller chercher du pétrole, il faut que quand je mets une unité d'énergie dans ma recherche de pétrole, il faut qu'il y en ait 3 qui sortent du puits. Sinon, ça ne vaut pas le coup d'aller le chercher. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque je pompe du pétrole, donc je dépense de l'énergie. Ensuite, ils disent, bon, t'es sympa, t'as du pétrole, mais enfin, si tu ne le raffines pas, ça ne sert à rien. Donc derrière, il va falloir le raffiner. Et pour raffiner du pétrole, ça dépense de l'énergie. Ensuite, c'est bien, j'ai du pétrole raffiné, tant que je ne l'ai pas emmené à la pompe à essence, ça ne sert toujours à rien.
Donc il faut que je le ramène jusqu'à l'utilisation. Et avoir du pétrole et une pompe à essence sans avoir d'infrastructure routière, ça sert encore à rien. Donc derrière, on a besoin de tout ça et au final, on se retrouve effectivement avec des besoins de rentabilité énergétique qui sont à peu près de 3 points. Et donc ces calculs de rentabilité énergétique, on peut les faire pour beaucoup d'activités. Et ça, eh bien, si on le met pour différentes activités, voilà, pour extraire du pétrole, c'est 1,1. Donc je mets une quantité d'énergie dans la recherche, j'en récupère 1,1, ça vaut le coup d'aller chercher du pétrole. Si je veux aller jusqu'à le transporter, c'est du 1 pour 3. Pour faire croître de la nourriture dans un mode de production moderne, il faut que mes activités de recherche d'énergie aient une efficacité de 5 pour 1. Sinon, ce mode de production d'alimentation n'est plus viable. Il faudra revenir à des modes de production plus traditionnels. Pour supporter des familles de travailleurs, c'est-à-dire avoir des personnes à la retraite, des enfants à l'école, eh bien, il faut que l'efficacité de notre recherche d'énergie soit de 7 pour 1. Pour avoir une activité d'éducation, il faut qu'il y ait un 10 pour 1. Pour avoir des activités culturelles, il faut passer à du 14 pour 1. Où on en est aujourd'hui dans cette efficacité de recherche énergétique? Eh bien, dans les années 1900, le charbon avait une rentabilité de 177 pour 1. Vous avez mettez un coup de poche, vous récupérez 177. Le pétrole américain, dans les années 1930, était à 100 pour 1. Et puis, si on regarde l'évolution du pétrole, eh bien, on passe de 100 pour 1 à, allez, 40 pour 1 à 10 pour 1. Aujourd'hui, pour rechercher du pétrole, on met 10 unités, on met une unité d'énergie, on en récupère 10. Si je reviens un petit peu en arrière, on commence un petit peu à être limite sur la partie justement supporter à l'échelle mondiale, globalement, un système éducatif performant. Alors, si on regarde après d'autres énergies, eh bien, par exemple, vous voyez que l'hydroélectricité est relativement rentable, l'éolienne est relativement rentable. Par contre, le nucléaire, ça dépend un petit peu. Et puis, toutes ces nouvelles énergies, hein, les biocarburants, le photovoltaïque, ça dépend et ça va dépendre. Donc vous voyez que l'avenir de l'énergie, eh bien, on va basculer un petit peu sur des systèmes de production d'énergie qui sont de moins en moins rentables parce que, ben, évidemment, on a bouffé le dessert d'abord et il faudra petit à petit revenir à des modes de sobriété. Alors, histoire de se faire peur comme ça fait combien de temps que, en gros, on est un petit peu prévenu qu'il risque d'y avoir des problèmes? La réponse, bien entendu, ça fait il y a super longtemps. Juste comme ça pour rigoler, des fois comme ça, une fois sur un réseau social, j'ai fait l'erreur de répondre à quelqu'un qui racontait des conneries et j'ai expliqué que non, le changement climatique et l'influence du CO2 sur le changement climatique, c'est connu depuis très très longtemps. Bien entendu, donnez-moi des sources scientifiques et des articles. Donc je suis allé chercher Monsieur Arrhenius, journal pour la Société royale de Londres en 1880, qui explique que maintenant qu'on est capable de brûler du pétrole, etc., ben on va émettre du CO2 et ça va élever la température. Donc oui, déjà en 1800, en fait, ils avaient déjà compris que le CO2 allait avoir une influence sur la température. Alors bien sûr, c'est resté confidentiel. Mais voilà. Alors, depuis combien de temps on est au courant? Eh bien, un des éléments fondateurs de cette sensibilité écologique, c'est ce qu'on appelle le rapport du Club de Rome. En fait, c'est une publication scientifique produite par M. Meadow et puis ses collaborateurs, et qui propose un modèle informatique d'évolution du monde. Alors, c'est un modèle informatique qui est produit avec les moyens de 1970. Ça reste très primitif par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et dans ce modèle informatique, eh bien, par exemple, ils ont mis les ressources naturelles non renouvelables, la production industrielle, et on a des interactions entre ces différents blocs. Par exemple, quand vous augmentez votre production industrielle, vous allez diminuer vos ressources naturelles. Par contre, quand vous consommez vos ressources naturelles, eh bien, vous augmentez le rendement de votre capital industriel, vous augmentez le capital industriel, vous augmentez la production, vous avez votre population, par exemple, vous augmentez les services. Quand vous augmentez les services, eh bien, vous allez augmenter, par exemple, la partie planning familial et vous allez baisser la natalité. Ou vous allez arranger l'hygiène et la santé, vous allez baisser la mortalité.
Donc il y a plusieurs paramètres qui sont mis là-dedans, et on va en suivre juste quelques-uns. Donc justement, ces ressources naturelles non renouvelables, la production industrielle, la population, et puis 2-3 autres. Alors ce qu'ils nous proposent justement comme scénario, vous voyez, c'est des vieux graphiques qui étaient faits encore à l'imprimante à aiguille. Et puis, donc, ça commence en 1900, ça finit en 2100, donc l'an 2000 est par là, et nous, on est à peu près par là. Et sur ce graphique, eh bien, vous avez l'évolution des ressources naturelles non renouvelables sur la planète. Vous avez l'évolution de la population mondiale. Vous avez l'évolution de la ration alimentaire. Vous avez l'évolution du produit industriel par tête. Et vous avez l'évolution de la pollution à la surface de la planète. Et ce que nous dit ce graphique-là, c'est que, eh bien, on va passer par un maximum de population aux alentours des années, allez, à la louche, vu l'échelle, je mettrais ça plutôt vers 2050. Et après, on aura une diminution extrêmement importante de la population mondiale, liée à quoi? Liée à une diminution des ressources alimentaires. Alors, donc sur ce scénario, qu'on reverra un petit peu plus tard, qui s'appellera Standard One, eh bien, dans cette évolution libre, les ressources naturelles s'épuisent, donc la ration alimentaire, la production industrielle s'épuise et la population diminue. Alors ils se sont dit, ouais, mais comment on peut faire pour sauver l'histoire? Alors dans un modèle informatique, c'est facile, il suffit de changer un coefficient. Donc ils ont changé le coefficient de recyclage, puisque la cause de notre problème, c'est l'épuisement des ressources naturelles. Donc ils ont augmenté le taux de recyclage dans leur modèle. Et donc en augmentant le taux de recyclage, c'est très bien, mais la pollution explose, donc vous épuisez vos sols agricoles, donc famine, donc diminution de la population. Ah mince. Alors du coup, ce qu'ils ont fait dans leur modèle, eh bien, ils ont augmenté le contrôle de la pollution et ils ont divisé par 4 la quantité de pollution émise par unité de production industrielle. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les ressources naturelles ne sont pas épuisées, la pollution n'explose pas, on augmente la production agricole, donc on épuise les sols, donc famine, donc disparition et réduction de population. Bon, toujours sur mode industriel, eh bien, on augmente la productivité agricole. C'est facile dans un modèle, on ne se pose pas la question de comment on le fait. Celui-là, on le reverra un petit peu sous le terme de comprehensive technology. Donc, si on augmente la production agricole, dans ce cas-là, la population augmente, on augmente la production industrielle, et à un moment, cette population consomme tellement de production industrielle par individu que la pollution explose et on retombe sur un effondrement de population. Un petit peu de malthusianisme là-dedans, on contrôle les essences, du coup, on a de nouveau une augmentation de la production industrielle, explosion de la pollution et réeffondrement des populations. Il n'arrive pas, donc voilà un peu le scénario que ça donne, le scénario comprehensive tech. Donc celui qui va jusqu'à, donc il y a avec la partie, vous voyez, la partie malthusianisme, on contrôle la population. On augmente la ration alimentaire, alors elle augmente jusqu'à un certain point et puis après ça ne peut pas trop augmenter. Par contre ici, j'ai plus du tout l'échelle, la production industrielle elle augmente complètement. En gros ce qui se passe, c'est que chaque humain sur la planète, dans ce scénario-là, s'amuse à balancer une Tesla dans l'espace. Voilà. Et donc le bilan bien sûr est un peu néfaste. Et vous voyez que l'augmentation de la pollution, cette fois-ci, effondre la production alimentaire, et c'est par la pollution qu'on va tuer nos sols. Donc ça, c'est les différents scénarios qui se sont proposés. Alors, est-ce qu'on arrive à stabiliser le truc? Alors oui, ils ont trouvé une façon de stabiliser le truc, qu'on verra, qui s'appelle Stabilized World. Alors, ce qu'il faut, c'est que le capital industriel reste stable dès 1975. Depuis 1975, ce n'est pas trop le cas, lui, il est en hausse. Ensuite, il faut qu'on diminue nos consommations de ressources naturelles et il faut diviser donc notre consommation de ressources naturelles par 4 dès 1975. Oui. En gros, voilà, on est à 85% de notre énergie non renouvelable, donc on n'est pas dans les clous. Il faudrait augmenter l'économie de service. Ça, pour le moment, c'est plutôt pas mal, ça fait partie des tendances qui sont à l'œuvre, on voit augmenter l'économie de service. Il faudrait diminuer la pollution par unité produite par 4 dès 1975. Alors si on regarde la baisse qui a été faite dans les pays de l'OCDE qui sont les plus dynamiques sur le contrôle de la pollution, eh bien on est à une baisse de 15%. C'est pas mal, on est loin de diviser par 4. Il faudrait que le capital industriel soit dédié à l'agriculture et à la préservation des sols. C'est absolument pas le cas. Le capital industriel fuit l'agriculture depuis 30, 40, 50 ans. Et puis, il faudrait augmenter la durée de vie du capital industriel.
En gros, c'est totalement à l'opposé de la doctrine actuelle qui est le principe d'obsolescence programmée et de renouvellement extrêmement rapide de tous les biens matériels. Donc, ouais, on arrive à stabiliser, vous voyez, hein, ça nous permet effectivement d'avoir une vision, une perspective un peu plus long terme. Alors, il est probable qu'à terme, les ressources finiront par disparaître. Ceci dit, ça donne à l'humanité un petit peu plus de temps pour se réorganiser, pour réfléchir, pour avancer, et on n'est plus dans des urgences de 2050-2060. Alors, si on met un petit peu de retard dans ce truc-là, et là, vous voyez, en 2000, on met en œuvre toutes les... C'est facile, de nouveau, sur un programme, hein, on fait on-off, hein, à partir de 2000, pouf, on divise la pollution par 4. Si on met ces modifications en 2000, eh ben, vous voyez que finalement, on arrive à stabiliser un petit peu des choses, mais l'effondrement de population commence à apparaître aux alentours des années 2100. C'est plus l'effondrement catastrophique qu'on avait dans les scénarios d'avant, mais on a effectivement une diminution et des contraintes sur la ration alimentaire qui se profilent. Et bien entendu, on est passé largement les années 2000 et on n'a pas encore mis en œuvre le quart de la moitié des mesures préconisées. Bon, ça a l'air dramatique, mais c'est pas si grave que ça. D'abord, c'est juste une prévision. Hein, ça a été peu médiatisé, ça a été très très décrédibilisé, et de toute façon, c'est un vieux programme informatique de 1970. Donc, bof, pas si grave que ça. Et puis, il y a une équipe canadienne qui s'est dit, mais 1970, 2010, ça fait un bout de temps qu'ils ont fait leurs prévisions. Et si on comparait ce qui s'est passé avec ce qu'ils ont prévu? Et donc, si on compare ce qui s'est passé avec ce qu'ils ont prévu, eh bien, on va voir, on va retrouver donc le run. Alors déjà, ici, vous avez donc l'historique, hein, ceux qu'ils connaissaient en 1970. Ensuite, les gros ronds là que vous avez, c'est ce qui s'est passé depuis 1970. Et puis, en vert, c'est le premier truc qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'on continue comme ça depuis 1970. En rouge, c'est celui que je vous ai présenté comme Comprehensive Technology, c'est-à-dire qu'on met toutes les mesures en œuvre, sauf le malthusianisme, on ne contrôle pas les naissances. Et puis en bleu, c'est le monde stabilisé proposé. Alors moi, je veux bien croire que c'est un vieux programme de 1970, mais quand je regarde la population ou le taux de natalité, je trouve qu'ils n'étaient pas si mauvais que ça quand même, en 1970. Les prévisions sont parfaitement dans les clous et on suit merveilleusement bien les trajectoires, soit d'un monde comprehensive tech, soit d'un monde standard. Bon, allez, des prévisions de population, c'est facile, il n'y a pas beaucoup de variabilité. Regardons la ration alimentaire. Au niveau de la ration alimentaire, vous voyez qu'on suit plutôt assez fidèlement le run standard qui nous prévoit une diminution de ration alimentaire un petit peu prochainement. Juste pour info, il n'y a pas eu un truc qui s'appelait le printemps arabe il y a quelques années, en Égypte? C'est commencé comment? Ça a commencé parce que le prix du pain a explosé et ça a commencé par des émeutes de la faim. Comme on dit aujourd'hui, coïncidence? Je ne pense pas. Production industrielle par tête, si on regarde ça, eh bien vous voyez que pareil, la production industrielle, elle suit très fidèlement le run standard. Donc comme modèle macroéconomique pour prévoir ce qui va se passer, c'est pas mal hein, finalement pour savoir où investir en bourse. Ils ne sont pas si mauvais que ça. Si on regarde les ressources non renouvelables, alors l'existant et l'observé, etc., c'est très très vaste. Hein. Vous avez une fourchette qui est beaucoup plus large parce que aujourd'hui, on discute beaucoup sur savoir quelle est l'utilisation qui est faite, comment on s'est rendu compte qu'en fait, il ne s'agit pas juste de dire « tiens, ça c'est l'utilisation des ressources non renouvelables hein, », savoir suivre assez fidèlement quelle quantité on consomme, c'est relativement complexe, donc on regarde un petit peu, on retrouve des intervalles qui sont assez larges, mais globalement, on est encore bien dans les clous. Ici, ce côté-là, il n'y a rien un petit peu de prédéterminé. Si on regarde l'évolution de la pollution prévue, par contre, eh bien, vous voyez qu'on suit très fidèlement notre run standard. Et juste pour info, aujourd'hui, les teneurs en CO2 dans l'atmosphère sont déjà fixées pour 2060. On sait déjà, dans 30 ans, quelles seront les teneurs en CO2 dans l'atmosphère. Cette fourchette-là, donc ça, c'est des publics qui étaient faits en 2010. Hein, donc en 2010, on savait déjà quelles seraient les teneurs en CO2 dans l'atmosphère en 2040, en 2050. Et vous voyez que la fourchette des teneurs en CO2 certaines se situe pile poil entre l'un ou l'autre des scénarios pas forcément réjouissants. Donc, en gros, depuis 1970, ce scénario qui se dessine, qu'on voit arriver,
on avait déjà les moyens de savoir, de mettre en œuvre des politiques pour essayer d'amortir ce choc. Alors, en conclusion, il y a plusieurs points, et le premier truc que je voudrais, c'est faire un lien avec l'actualité, puisqu'on vit quand même aujourd'hui, je ne peux pas rêver mieux pour une conférence sur l'énergie qu'aujourd'hui, avec une essence à 2,20 €, une crise sur l'utilisation du gaz et du pétrole russe, enfin c'est juste génial. Alors, en plus, les différents acteurs travaillent pour moi, donc une société qui s'appelle Carbon 4 s'est intéressée à « et qu'est-ce qu'on fait avec notre pétrole russe ?» Et donc cette société dit, ben voilà, la France importe chaque année 63 TWh de pétrole russe, et dans ces 63 TWh, eh bien, 36 sont utilisés pour le transport. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'affranchir de cette dépendance ? Quelles sont les solutions possibles ? On va avoir des solutions de sobriété, des solutions d'efficacité, améliorer l'efficacité de notre sol, ou des solutions bas carbone. Suivant le type de solution, la vitesse, la facilité de mise en œuvre est différente. Si on souhaite, je ne sais pas, moi par exemple, installer un réseau de trains sur beaucoup d'éléments, ben forcément ça va demander une dizaine d'années de travaux avant. Les économies les plus importantes, de l'ordre de 65 TWh par an, c'est-à-dire plus que ce que nous importons de Russie, dépend de la volonté individuelle. Il suffit que chacun d'entre nous ralentisse sur la route. On passe de 130 à 110 km/h sur autoroute, on roule à 80 km/h sur départementale nationale. Le gain énergétique estimé sur l'ensemble de la France est de 65 TWh. J'ai été estomaqué quand j'ai vu les chiffres. Donc tout simplement, le discours qui consiste à dire « oui, mais les petits gestes ne servent à rien », ben chaque petit geste sert. On a l'option législative de dire « j'impose une limitation de vitesse ». C'est plutôt mal passé la dernière fois qu'ils ont essayé. C'était peut-être mal expliqué d'ailleurs. Aujourd'hui, ce serait peut-être l'occasion de réexpliquer ça en mettant à la lumière éventuellement des velléités de lutte contre un impérialisme russe. Ça pourrait peut-être passer. Et on aurait un effet bénéfique à cette crise-là. Réduire les déplacements, vous voyez, 25 TWh, et vous voyez que les deux éléments qui sont dépendants des actions individuelles, qui ne demandent aucun investissement, sont les plus rapides à mettre en œuvre et les plus efficaces. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment encourageant en termes de discours, justement, sur ces enjeux énergétiques. Et puis, donc, si on fait un petit peu une synthèse de tous ces éléments et qu'on place sur un graphique, eh bien, ce qui se met très vite en œuvre ou ce qui se met moins vite en œuvre, ce qui permet une grande indépendance ou une petite indépendance, eh bien, de façon surprenante, les éléments qui sont formidablement médiatisés sont 10% mettre en place des véhicules électriques, accroître la production de biométhane, augmenter le ferroutage. Oui, c'est bien. 20 ans et relativement peu d'impact. Les éléments qui sont plutôt efficaces, ralentir la vitesse, réduire la consommation, si on parle quand même pas mal de baisser le chauffage, j'exagère un petit peu. Mais vous voyez, les éléments médiatiques sont peut-être moins sexy, moins attirants, mais c'est ceux qui sont efficaces. Et puis, en conclusion plus générale, peut-être, le point fondamental, c'est de bien prendre conscience qu'il n'y a pas de négociation possible, on ne peut pas discuter avec les limites physiques du monde. On a entendu dernièrement, moi je ne crois pas, alors c'était plutôt le vaccin. On a eu il y a quelques années, moi je ne crois pas au changement climatique. C'est bizarre, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire, moi je ne crois pas à la gravitation. Bah, tu ne crois pas à la gravitation, vas-y, saute, hein, mon grand. C'est pas grave. Mais voilà, je ne crois pas au changement climatique, c'est pareil. On ne te demande pas de croire ou de ne pas croire. La science, on ne la croit pas ou on ne la croit pas. Il n'y a pas de croire ou pas croire, ce n'est pas la question. La science, éventuellement, on ne la comprend pas. Je suis bien placé pour le savoir, hein, je suis chercheur, il y a plein de trucs, je ne comprends que dalle. Hein, j'ai des collègues, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi, et je ne comprends pas tout ce qu'ils me racontent. Mais il ne s'agit pas de leur dire « je ne te crois pas ». Je ne comprends pas.
C'est pas grave, hein, on a tous nos petites limites, on ne peut pas tout comprendre, mais ça ne se croit pas. Donc ça, c'est le premier point. Ça a un lien assez important quand je regarde, par exemple, quelques retransmissions, par exemple, de la commission au Sénat qui portent à ces éléments-là. Vous allez avoir des politiques qui vont dire « mais moi, ça, je n'y crois pas ». Et les explications qui sont données par les intervenants, c'est que l'ensemble de notre classe politique est éduquée au mode juridique. Et les lois juridiques sont faites par les humains, pour les humains, et sont adaptables. On a aboli la peine de mort, on a changé le taux de TVA, voilà, ça change selon les usages. Et donc, dans nos politiques, la culture est que la loi s'adapte. Oui, mais les lois de la physique ne s'adapteront pas. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, voilà, on est sur une Terre qui est finie, ronde. Pendant longtemps, l'humanité s'est déployée, s'est étendue avec la vision d'un monde infini. Go West, le Far West, la dernière frontière, etc. Tout ce fantasme, la Terre était infinie. Aujourd'hui, on se rend compte que la Terre n'est plus infinie. À l'échelle du Moyen-Âge, à l'échelle des pionniers du Far West, la Terre était infinie. À l'échelle d'un humain du XXIe siècle, elle n'est plus infinie. Et donc, il faut que tout le subconscient de l'humanité s'adapte à accepter cette limite infranchissable de notre planète. Et enfin, les indicateurs économiques, ceux qui sont pour le moment les outils majeurs de nos décisions, ce sont des indicateurs qui prennent en compte les échanges et les transformations entre êtres humains. Lorsque vous achetez du pétrole, vous ne payez pas Dame Nature pour avoir mis au chaud du pétrole il y a 10 millions d'années. Vous payez à l'être humain qui a eu la chance de naître au-dessus le droit d'aller pomper son pétrole. Et donc, il n'y a pas dans les ressources naturelles le prix de ces ressources. On ne sait pas faire. Et donc, le dernier arbre coupé vaudra super cher. Mais ce sera le dernier. Alors, dans les points sympas, moi je trouve quand même, hein, c'est justement, je vous ai montré, les petits pas individuels comptent vraiment pour beaucoup. Puisque l'argument de dire, ben voilà, j'attends que les politiques décident, j'attends que ces éléments se fassent, ben voilà l'exemple effectivement des limitations de vitesse, je trouve que c'est extrêmement parlant. Moi j'ai souvent tendance, quand je fais ce genre de conférences face à des publics de collège, de lycéens, je leur donne des petits exemples, je leur dis, ben voilà, au début, on fait un petit sondage, hein, on vote pour qui voterait pour le prochain président qui propose de taxer plus la viande rouge, qui propose de dire, ben voilà, l'essence va augmenter de 1% par an tous les ans pendant 10 ans, etc. Et puis j'ai les retours de sondage, donc il y a des oui, il y a des non. Et puis à la fin de la conférence, je fais le même sondage. Et puis ben, souvent, ça change un petit peu. Et puis des fois, il y a quand même un truc, ouais, j'ai bien envie, mais quand même, ça me fait chier parce que mon scooter, je l'aime bien. Mais on va avoir effectivement, mais de plus en plus, les jeunes sont sensibles et sont prêts à agir là-dessus. Avec toujours, oui, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour faire? Ben non, c'est pas ils, c'est nous. D'accord? Et on peut effectivement agir dans ces éléments-là. Et enfin, ben ça a vocation, donc des jeunes qui ne sont pas là, mais j'espère écouteront peut-être un jour, parce que nous, plus trop, mais c'est eux qui vont vivre justement cette transition d'un monde infini à un monde fini. Et puis, suivant effectivement la façon dont on l'accompagne, cette transition, on peut avoir une transition qui sera plutôt douce ou plutôt brutale. Si on attend, si on laisse rien faire, il est fort probable que cette transition sera un choc assez traumatisant. Un choc traumatisant pour qui? Pour les classes moyennes. Les super riches s'en sortiront bien entendu toujours. Les super pauvres, de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre. Donc c'est nous qui vivons justement dans cette zone plutôt confortable, qui allons être les principaux impactés. Ça tombe bien, c'est nous qui sommes les principaux acteurs. Et puis, la question, c'est peut-être de réfléchir à qu'est-ce qu'on appelle le bonheur. Et c'est-à-dire que si vous regardez le message qui est passé par nos sociétés sur l'image du bonheur qui nous est renvoyée, toute publicité me dit que être heureux, c'est avoir une énorme voiture, changer d'iPhone tous les 2 jours, éventuellement aller faire un tour aux Caraïbes en avion, etc. Ok. Est-ce que finalement c'est vraiment ça être heureux? Est-ce que je peux construire mon image personnelle du bonheur
en mode un petit peu décalé, un petit peu différent. Mais évidemment, ça veut dire se construire en opposition avec tout le battage médiatique, tout l'impact publicitaire qui est très violent et que nous avons subi et que les jeunes ont subi encore plus que nous depuis leur naissance. L'avantage d'un être humain, c'est que c'est quelque chose de flexible, d'adaptable, qui est capable de faire preuve d'autonomie, de raison, de sens critique, et qu'on est capable de dire du jour au lendemain, bon maintenant ça je refuse et je le rejette. C'est pas forcément facile. Mais on a vu des fumeurs arrêter de fumer, on a vu des alcooliques arrêter de boire, on a vu des gens arrêter d'insulter d'autres personnes dans la rue. On peut imaginer que des jeunes arrêtent de se rendre accro à la pub. Ce n'est pas non plus complètement aberrant. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve éventuellement avec ceux qui veulent bien demain pour parler de l'alimentation et de voir comment ces limites planétaires peuvent se transmettre sur nos ressources alimentaires. Et en attendant, je vous remercie. Merci.